L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, chers téléspectateurs de ESAE Télévision, bon après-midi. Nous sommes le lundi 20 novembre 2023 et c'est votre émission Le Monde en 52 minutes cet après-midi. Nous irons d'abord du côté du Libéria où la présidentielle 2023, George Okpong-Weah reconnaît sa défaite. Ensuite, nous allons faire une petite escale du côté du Mali où, après 10 ans de combat, l'armée malienne a fini par reconquérir Kidal. Au niveau du vieux continent, nous serons en Espagne où la droite et l'extrême droite sont mécontentes suite à l'amnistie en faveur des indépendantistes catalans. Du côté de la Syrie, la justice française émet un mandat d'arrêt contre le président syrien et nous allons terminer par les États-Unis si le temps nous permet où la lettre à l'Amérique de Ben Laden devient virale au niveau des réseaux sociaux. Pour en parler cet après-midi, je reçois pour vous Mathieu Avlessi, il est acteur politique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir aux téléspectateurs, je dis mes amitiés au frère Gadawi. Également avec nous, c'est pas moi qui l'ai présenté, mais c'est Mathieu qui l'a fait, c'est Joël Guédegbe qui est avec nous cet après-midi. Bonsoir Joël. Bonsoir Tatiana, bonsoir Mathieu, c'est un plaisir d'être avec vous et bonsoir à vos téléspectateurs. Voilà, je rappelle que Joël Guédegbe est expert en gouvernance. Alors, je me retourne vers Mathieu, voilà, second tour de la présidentielle 2023 au Libéria. Le verdict est livré, George Okpong-Weah est battu. Merci Tatiana, je pense que George, footballeur, capitaine de son équipe nationale, il s'est gagné des matchs. Donc c'est l'élan que nous avons vu. Voilà, dans l'élégance, on peut perdre comme on peut gagner. Et ça, c'est une leçon que George a laissée à la classe politique africaine. Première chose. Seconde chose, Georges, vous savez qu'au lendemain de la situation nigérienne, c'est le seul que je sache qui soit intervenu, qui dise et qui a dit dans le temps que voilà, dans la charte de l'Union africaine ou de la CEDEAO, et qui donc est en train de condamner le Niger par rapport au putsch, il y a 4 formes de coup d'État. Quand les 3 premières variantes se présentent, on n'en dit rien, on applaudit, la CEDEAO applaudit, l'Union africaine applaudit. Mais quand les exaspérés, les militaires disent arrêtons, arrête le massacre, et on s'en prend. Les militaires, c'est aussi des enfants du pays. Les militaires, c'est des cadres du pays. Parce qu'il y a les coups d'État, le coup d'État électoral, on n'en dit rien. Il y a les coups d'État institutionnels, on n'en dit rien. Il y a les coups d'État constitutionnels, on n'en dit rien. Mais c'est les militaires. Quand les militaires disent arrêtez la pagaille, on dit voilà, les militaires ont pris le pouvoir par les armes. Mais la force de l'État, la force régalienne de l'État qui tient cette force-là, c'est les militaires. Qui fait l'État, qui fait dans l'Afrique, bien partout ailleurs. C'est les militaires qui tiennent le pouvoir pour le compte des dirigeants. Mais maintenant que ceux-là, on les méprise, parce que à la limite, c'est du mépris
à leur égard. D'accord. Que de dire, pardon, que voilà pourquoi les militaires vont faire ci ou ça. C'est des cadres, on est allé à l'école avec eux. Et puis, pour la plupart, c'est les meilleurs qui sont là-bas. D'accord. Moi, je me rappelle que j'ai fait le collège avec beaucoup qui étaient meilleurs par rapport à moi. Et qui donc se retrouvent aujourd'hui colonels ici et ça. Mais comme ils disent que voilà, c'est les militaires, ils savent que tirer, attention, vous continuez comme ça, moi, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous ne savez pas ce que ça va donner, mais certainement, lui, il va trouver une réponse à ça. L'élection s'est déroulée le 14 et le vendredi. Les résultats étaient déjà sur les plateformes au niveau du Libéria. Mais alors, George Weah a aussitôt reconnu sa défaite. Je me rappelle bien que sur ce même plateau, on en avait déjà discuté, bien avant le premier tour. Est-ce que la défaite de George Weah était évidente? Est-ce qu'elle était palpable? C'était une possibilité. Avant le premier tour, on sentait que ce serait déjà très disputé. Il y a eu quelques petites violences. La commission électorale était un peu empruntée dans l'organisation des choses. Et le bilan de George Weah n'était pas fameux. Donc ça pouvait servir aussi à l'autre qui est un vieux briscard, qui fut aussi par ailleurs vice-président, allié de Mme Sirleaf, vice-président, mais aussi allié de George Weah au premier mandat. Donc les électeurs se sont dit pourquoi pas, même si c'est un vieux de la vieille. Et il faut vraiment féliciter George Weah d'avoir concédé dans ces conditions sa défaite. Un président sortant n'y consent pas si facilement. Chez les anglophones, ça se fait rapidement. Dans la culture anglo-saxonne, le président sortant perd tranquillement, mais chez les francophones, c'est un peu difficile. Les machettes sont vite sorties, et tout pays anglophone que c'est. Mais là-bas, la justice a servi de garde-fou et a su donner la sentence qui a calmé tout le monde. Plus tard, les acteurs ont su se parler. Dommage pour les morts. Mais réellement, il faut le féliciter et espérer que son comportement inspire davantage de personnes. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche. C'est souvent, objectivement, les bonnes conditions pour contester de bonne foi et espérer un retournement. Mais il a dit à 99%, vu le niveau de traitement, il n'y a plus de retournement possible. Et ça, c'est très fort. Il faut l'en féliciter. Remercier la CEDEAO, dont je suis un grand critique, et qui a beaucoup appuyé techniquement le Libéria dans la préparation de ces élections. C'est la première fois que les Libériens devaient s'organiser pour ces élections sans la grande communauté internationale. Et ils l'ont fait dans des conditions climatiques difficiles. La mobilité n'était pas si simple que ça. On a pu trouver leur système archaïque par endroits parce qu'ils ont mis 3 semaines à proclamer les résultats. C'était quand même des élections générales. Il y avait les sénatoriales, il y avait les législatives également. Les législatives et la présidentielle. Et voilà, ils ont quand même su faire ça. Franchement, j'espère que Bouaké va donner le meilleur de lui-même au soir de sa vie. Et que la corruption va pouvoir régresser. C'est le souhait de tout le monde, hein? Oui, sinon, on parlait des militaires, les causes d'insurrection ou de retournement de l'ordre. Bon, on vient de lui donner sa chance. On vient de donner encore une chance à la démocratie. Donc, c'est la responsabilité des civils, des partis politiques, de faire vivre cet espoir. Alors, il a dit tout à l'heure, il y a quand même eu un taux de participation de 99,58%. Et dans ce taux de participation, le président élu a quand même reçu 50,89% et George Weah 49,11%. Alors, quelle est la lecture que vous faites de ces résultats? C'est aussi vrai que nos populations ne savent pas lire dans la gestion du président sortant. Parce qu'autour du président sortant, il y a beaucoup qui ont beaucoup de moyens et qui donc vont vers la base pour manipuler les populations à la base. Sinon, au terme du bilan de George Weah, on devrait avoir un écart plus grand. Mais voilà, c'est dans un mouchoir de poche. L'écart n'était pas grand. Reconnaissons à George Weah son élan, son fair play et son élégance électorale. Comme je dis, je reviens sur pour dire, cette école, il faudrait que les générations à venir, il faudrait que les présidents qui sont là et qui vont organiser les élections à venir aillent à cette école pour que tout se passe dans la paix. Les élections doivent être festives. Oui, il y a eu des interférences, des personnes qui ont accompagné les élections libérales pour qu'il y ait la paix, mais que cette paix, que ça se déroule comme le Libéria dans tous les autres pays, c'est ce qu'on aurait souhaité. La paix en Afrique, c'est notre motif. Alors, je me retourne vers vous, je vais être quand même un expert en gouvernance. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Libéria est un bel exemple de démocratie quand on sait d'où est parti le Libéria avec toutes les guerres civiles que ce pays a connues? Non, tout n'est pas réglé pour autant. Je me souviens quand, après les accords de paix,
qui ont été obtenus par la pression des civils, enfin des femmes surtout, qui en avaient assez de manger des rats, des racines et autres, là, sans parler des autres énormités, des enfants qui ont mangé du cœur humain dans la guerre. Vous voyez, les enfants soldats, c'est là-bas qu'on a vu ce phénomène. Quand même l'espèce de déshumanisation d'une société. Donc ils reviennent de très très loin. Quand on a pu se faire ça et qu'on accepte aujourd'hui de rentrer dans un système où il faut de la civilité, de la tolérance et autres, c'est déjà un énorme capital. Économiquement, c'est vrai, ils ont le soutien des États-Unis. Il y a des communautés libériennes ou bien d'Afro-Américains qui sont, enfin, des Libériens d'origine afro-américaine, comme l'ancien président qui est Charles Taylor, qui purge sa peine toujours à la Cour pénale internationale. Bon, et ils ont tout ça, ils ont des contradictions dans leur société. Les autochtones ne sont pas tant que ça à la fête au niveau de la redistribution des revenus. Donc il y a encore des ajustements à faire dans la société. Je parlais de la première élection de Johnson Sirleaf. Je ne sais pas s'il faut faire cette confidence-là, mais oui, on a travaillé de loin à ce que cette dame-là gagne d'abord. Et George Weah était déjà... Oui, il était déjà très ancré. Hein? Il était là, il a fait ses classes comme sénateur. Ça aussi, c'est une leçon qu'il faut... En politique, il n'y a pas de génération spontanée. Ok, il a été un footballeur à succès, le seul ballon d'or africain par ailleurs, et quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié pour l'équipe nationale de son pays dont il payait les voyages beaucoup. Bon, il a fait tout ça, mais pour autant, ça ne lui donnait pas la capacité et presque pas le droit de se retrouver du jour au lendemain à la tête du pays. Il y avait une forte jeunesse qui n'a connu que la guerre, où n'avait que comme modèle le footballeur. Ça ne suffit pas. Et je remercie, il faut féliciter les Libériens d'avoir patienté, d'avoir observé Weah. Il faut le féliciter, lui, d'avoir été à l'école de la politique, de la gestion institutionnelle. Et puis au bout, de ne pas s'accrocher. Et M. Boaké est un ancien diplomate, c'est un homme du sérail. Chef d'entreprise, il a roulé sa bosse. Bon, maintenant, à lui de faire en sorte que la stabilité institutionnelle soit et qu'économiquement, il trouve la clé du développement de leur pays, qui ne continue pas à louer les terres à des étrangers, parce que l'explosion risque d'être très brutale et c'est ce qui guette certains pays, la Sierra Leone, Madagascar et autres, où on ne sait pas où donner de la tête. Il faut que les Africains, à partir du peu d'atouts qu'ils ont, le Cap-Vert est un très bon exemple à côté, avec peu de ressources, ils ont quand même su sublimer la démocratie. Ils n'ont pas eu besoin de passer par la conférence nationale pour aller à la démocratie. Peu après nous, ils ont fait leurs élections, ils sont passés directement du parti unique au multipartisme. Et on voit leurs élections se dérouler sans drame, et même avec des écarts de 100 voix de différence, on concède la défaite. Même en Europe, même aux États-Unis, c'est pas si évident que ça. Et donc d'Afrique, on a aussi quelques leçons à apporter au reste du monde. Nous espérons que le nouveau président élu, surtout qu'il a beaucoup eu à rouler sa bosse dans l'arène politique libérienne, pourra offrir des jours meilleurs aux Libériens. L'escale de cet après-midi nous conduit du côté du Mali, où l'armée malienne, après 10 ans de combat, a fini par reconquérir la ville de Kidal. Alors, Monsieur Avlessi, dites-nous un peu. On a vu ce qui s'est passé au Mali. On a vu depuis quelques jours l'armée malienne, de nouveau maître de la ville de Kidal, en chassant les rebelles, grâce aussi à l'appui des mercenaires de Wagner. Alors dites-nous un peu, cette entrée triomphale en tant qu'Africain, en tant qu'observateur de la vie internationale, de la scène politique internationale, quelle lecture vous avez fait de ce résultat? Madame Tatiana, 10 ans de guerre pour reconquérir Kidal, je ne vois pas 10 ans de guerre par rapport à l'armée malienne. Ils n'ont pas fait 10 ans de guerre pour reconquérir Kidal. Les années avant étaient des années que je dirais la communauté. Oui, mais c'est l'armée qui allait au front. Oui, l'armée allait au front avec quels moyens et avec dans quel contexte. Et ça, nous n'allons pas revenir sur ce contexte parce que serait un peu remuer le couteau dans la plaie. On ne voudrait pas ça. Mais entre-temps, je voudrais rebondir sur l'histoire du Libéria, partie de guerre, pour se retrouver à ce niveau de démocratie, pour dire, dans notre contexte, il y a eu un chroniqueur africain qui disait l'éducation doit passer un peu par la douleur.
Les Libériens ont été éduqués dans la douleur. Le résultat, c'est là. Nous n'allons pas demander que tous les États passent par la guerre pour s'éduquer. Mais vraiment, il faut un peu de difficulté pour nous permettre d'en arriver là. Revenons donc Comme quoi, les Maliens, pour conquérir Kidal... Voilà, ils étaient passés par la douleur. Voilà, ils étaient passés par la douleur. Et la douleur, c'était infligée par la communauté que vous saviez. Quand on leur donnait un peu de moyens. Les Africains ne sont pas aussi apatrides que ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tous prêts. Et quand on n'est pas tous prêts, la conséquence est là tout de suite. Vous vous rappelez, hein, Kérékou en 96 disait « Si vous êtes prêts, je suis prêt ». Parce que moi, je suis un enfant de la Révolution. La Révolution, Kérékou se sentait un peu seul prêt. Ça a été difficile pour lui de faire les 17 ans. Il a cédé à la conférence. Il est revenu en 96. Triomphalement. Il a fait ses 10 ans. Là encore, vous êtes prêts, je suis prêt, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts parce qu'il a dû nous laisser faire, se laisser conduire pour qu'on vienne aux élections qui ont vu Aïboni président de la République. On a continué. On n'est pas passé par la douleur. Je crois que, avec ce qui se passe, progressivement, on est en train d'apprendre à faire ce processus démocratique. Et donc, le Kidal récupéré, les Maliens ont été éduqués dans la douleur. Quelques leaders ont appris la leçon dans la douleur et on se sont dit, venez, ce n'est pas l'élan qu'il nous faut. Mettons-nous ensemble pour prendre pour faire notre territoire. Et voilà, aujourd'hui le résultat est là. Les officiers ils se sont mis ensemble pour dire, faisons le travail. De façon collégiale, sont en train d'avancer. Faisons-leur un peu confiance. Je dis, personne n'apprécie les coups de force. Mais c'est des enfants du pays. Laissons-leur faire le ménage pour laisser après le pays aux civils qui en ont les aptitudes pour le faire. Et là, ils vont nous assurer de la sécurité des civils qui gouvernent. Je crois, faisons-leur confiance. Ceux qui sont là-bas aujourd'hui, Mali et autres, faisons-leur confiance. Ils vont faire la transition. Et pour que, après, civils que nous sommes là, si on vienne dans la douleur pour dire attention, nos frères ont fait le travail pour nous et gérons autrement. Alors, Joël, on a vu aussitôt cette armée malienne entrer triomphalement à Kidal, chasser les rebelles de leur bastion où ils régnaient en maître depuis 10 ans, où ils avaient instauré tout ce que vous voulez, charia et autres, partir aussitôt. Mais alors, on a également vu juste après cette entrée de l'armée malienne, toutes les composantes sociétales du Mali, les organisations de la société civile, le politique, tous parlaient désormais à l'unisson. Alors, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est déjà un pas vers la réconciliation au Mali? Oui et non. La réconciliation aussi doit impliquer les gens de la bande de l'Azawad, et donc la région de Kidal. Et donc, ce problème demeure. Ils ne sont pas les plus nombreux, mais ils occupent une portion de territoire qui fait au moins les 2/5, sinon les 3/5 du Mali. C'est un gros défi géostratégique avec ce qu'il y a manifestement dans le sous-sol, ceux qui les entourent et ceux qui de loin continuent d'avoir des appétits sur le Mali. Donc il faut se féliciter en tant qu'Africain au moins de ce que le Mali n'ait pas basculé dans la partition de son territoire pour si peu. Maintenant, on est loin de la coupe aux lèvres. Combien de temps durera la réunification de tout le pays, du Mali, du nord et du sud. C'est là que c'est une nouvelle épreuve pour les uns et les autres. Et on gagne en partie sur la table de négociation, ce qu'on a gagné sur le terrain. Et la junte malienne, voire l'ensemble de la société malienne, hormis certains dans l'Azawad, étaient impatients. Et Kidal, c'est plus qu'un symbole, parce qu'il n'arriverait en principe à aucun Africain, aucune personne censée connaître les tenants de l'autodétermination d'un peuple. Il n'arriverait à personne d'accepter qu'une armée étrangère invitée chez vous vous empêche de pénétrer dans des parties de votre territoire. C'est pourtant ce qui est arrivé en 2013 quand l'armée malienne, soutenue par la force Serval de la France, a été empêchée, avec Assimi Goïta en tête, de rentrer dans Kidal. C'est inédit en soi. Et je pense que les éléments de la junte ont mis personnellement un point d'honneur à régler. À reconquérir Kidal. Oui, à laver cet affront-là. C'est vrai,
il y a eu des tribulations dans la manière de demander aux Nations Unies de vider la place. Et on a vu comment... On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Hein? Oui, mais quand même, un peu d'élégance. Est-ce que l'élégance, c'est un mot qu'on connaît en Afrique? Je ne pense pas. Excepté Georges Weah qui nous a montré l'élégance. Non, on est au niveau des relations internationales. Un agenda a été convenu et dans le transfert des bases, dans la libération des positions. Et on conçoit très mal que ceux qui occupaient les bases, les positions à Kidal n'aient pas cru devoir faire le transfert ordonné aux autorités du Mali. C'est aussi une négation de la souveraineté du Mali. Que les gens soient arrivés par un coup d'État ou pas. On ne peut pas venir dans le pays d'autrui et se comporter et à n'en plus finir de manière aussi cavalière. Il y a eu l'histoire des 49 soldats ivoiriens. On a passé l'éponge, ainsi de suite. Mais vous voyez, les épisodes sont nombreux et qui font que les Maliens, qui sont des gens très fiers, très ombrageux à la limite, savent parfois laisser ce qui est secondaire pour s'en tenir à l'essentiel. Et je vous parle vraiment en connaissance de cause. J'ai été formé à la CENI là-bas. Et même la victoire de Ibeka en 2013 était discutable, mais ils se sont passé le mot pour dire faisons front, laissons passer ça. Le plus important, c'est de ne pas subir une domination étrangère chez nous. Reste à savoir maintenant comment la réconciliation va être faite, parce qu'il y a des milices qui ont été armées, il y a eu des exactions, des violations des droits de l'homme, il faut le dire. Et puis, on ajoute un peu perfidemment que Wagner était à côté. Oui, Wagner était probablement là. Et si ce n'était pas Wagner, ça aurait été la France avec sa Légion d'honneur qui n'est pas autre chose que des mercenaires. On ne le dit pas suffisamment. Mais il faut se féliciter de ce qu'il y a eu au moins un début de solidarité africaine avec les éléments du Niger, du Burkina qui sont venus prêter main forte à l'état-major. La suite, c'est une grande responsabilité pour ceux qui sont là de refaire l'unité du Mali. Alors, pour sortir rapidement de ce sujet malien, est-ce que là, tout de suite, on a vu l'armée qui demande déjà aux déplacés de revenir du côté de Kidal, et de leur côté, les rebelles accusent l'armée malienne et les milices de Wagner de pillage et des exactions. Alors, on se pose la question de savoir... Tatiana, est-ce que vous aurez noté qu'ils ont commencé à creuser des puits? C'est inédit. Oui. C'est une partie des leçons tirées, mais il faut de la constance. Pourquoi est-ce qu'on a des rébellions dans nos pays? Pourquoi est-ce qu'on a parfois du terrorisme? C'est juste parce que les besoins élémentaires des populations ne sont pas assurés, que l'État central est trop loin. Alors, je vous pose la question de savoir, est-ce que ces rebelles, vous croyez qu'ils sont partis de chez parti, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas revenir, ou alors ils vont prendre de l'élan pour mieux sauter? Les rebelles partis, est-ce que les rebelles étaient là par leur force personnelle? Non, ils étaient manipulés. Et donc, ceux qui les manipulaient ne sont pas partis. Ils sont partis physiquement, mais ils sont à distance. Ils avaient dit quand ils partaient que voilà, c'était mieux pour eux de se retirer pour mieux sauter. Bon, donc c'est à travers les rebelles qui vont sauter. Je crois que le pouvoir central devrait pouvoir en avoir en conscience que voilà, ceux-là qui ont fui devant nous, c'est pas une fuite, c'est juste un repli tactique. Et il faudrait faire attention à eux pour pouvoir les contenir dans les positions de fuite. Et s'ils dorment sur les lauriers, ils seront surpris. Ce n'est pas eux, c'est la force qu'ils ont chassée par un temps et qui reviendra à travers ces rebelles. Donc nous les exhortons à de la vigilance pour que la situation actuelle perdure pour le bonheur des populations de Kidal. Il y a une question incidente. Est-ce que cette victoire ne va pas amener le vertige à la tête de la junte pour vouloir se perpétuer au pouvoir? Et les élections avaient été différées. Certainement. Il n'y a plus d'excuses, mais est-ce que ce ne sera pas le prétexte maintenant pour... Certainement, les jours à venir nous diront. Généralement, on dit que l'appétit vient en mangeant. On espère que du côté de la junte, ils n'auront pas un appétit de loup pour vouloir s'éterniser au pouvoir. Là, nous nous rendons du côté de l'Espagne, où l'extrême droite et la droite sont mécontents de l'amnistie en faveur des indépendantistes catalans. Alors, comme je l'ai dit, ces deux fractions de la politique espagnole ont invité les Madrilènes à battre le macadam. C'était le week-end écoulé et nous l'avons vu. C'était juste 2 jours après l'investiture du Premier ministre Pedro Sánchez. Oui, c'est un débat difficile. Et on voit bien encore là que l'amnistie ne peut être que politique. C'est pour des raisons politiciennes évidentes.
que les socialistes, donc leur chef Pedro Sanchez, a conclu cet accord avec les indépendantistes de la région de Catalogne, que les Béninois aiment tant à travers le FC Barcelone, peut-être Tatiana aussi. Ah oui, je suis Barça. Ah, bon, mais voilà. Le Barcelone et la Catalogne sont un gros souci pour les Espagnols. Et on a beau régionaliser les choses, on a beau accorder une certaine autonomie à la Catalogne, et ça ne passe pas l'idée qu'ils prennent leur indépendance. Et c'est ce qu'on voit, cette fracture de la société espagnole. Et le roi peut très peu. Donc on accuse presque à juste titre Pedro Sanchez de trahison. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il a vendu le pays? Je ne crois pas. La question est de savoir ce qu'il gagne en retour, en plus de ce qui est évident en termes de coalition à l'Assemblée pour pouvoir gouverner. Est-ce qu'il a eu des garanties que les indépendantistes ne vont pas en demander davantage? Parce que généralement, quand tu donnes la main, on veut prendre le bras. Hein? Oui, merci. Je crois que globalement, quand on dit amnistie et que des gens s'interposent, ça devrait surprendre. Parce que l'amnistie, c'est des faveurs accordées à des fractions de la société, des amis qui se sont retrouvés peut-être en prison, qu'on veut libérer, qu'on veut amnistier, et que d'autres disent non. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Mais le contexte s'y prêtait. Il fallait voir. Et donc, la personne mise en cause a de raisons de voir. Est-ce que les manifestants viennent de bonne foi? Est-ce qu'il n'y a pas des manipulations derrière? Et quel est le contenu vraiment de cette manifestation? Oui, M. Avessi, je vous coupe la parole. Mais pourquoi est-ce que cela a du mal à passer au niveau de la population espagnole? Pourquoi donner cette amnistie-là aux indépendantistes catalans a du mal à passer au niveau de la population? Bon, vous savez, c'est une question de légitimité accordée de la population aux dirigeants. Est-ce que ce que disent les dirigeants en ce moment-là, c'est l'aspiration réelle des communautés? C'est là la grande question. C'est là la question. Et ce n'est pas leur aspiration. Ils ont des raisons de dire, nous, on ne veut pas ça. Mais est-ce que pour faire le bonheur, les gens sont en difficulté, on dit on les libère et nous, population, dit non, ne les libérez pas, c'est compliqué. Moi, cette affaire, ça me trotte la tête, je ne sais pas vraiment quelle position prendre. Ça me fatigue dans une certaine mesure. Alors Joël, dites-nous un peu, lorsqu'on regarde un peu le paysage politique espagnol et sa configuration également, on constate quand même que l'Espagne, c'est ce royaume-là où la configuration politique est très bouillonnante. Alors, est-ce que ça n'annonce pas déjà de nombreux soubresauts par rapport à la gouvernance de Pedro Sanchez? Oui, c'est pas gagné. Est-ce que son parti va rester uni dans cette position? Est-ce que c'est seulement son parti ou alors c'est toute la gauche, hein? Oui, disons en gros la gauche, mais on a vu aussi la gauche être rigide parfois sur... Mais c'est ondoyant. La gauche en général est pour l'ouverture. Et le seul point, est-ce que c'est à ça que s'accrochent ceux qui manifestent? Et je crois que ce qui est presque défendable, c'est le fait que Puigdemont, le leader catalan, ait fui l'Espagne et soit resté en exil. C'est quand même assez étonnant qu'en Europe, on ne croit pas en la justice de son pays. Un homme d'État. Et oui. Ça n'arrive pas que sur les tropiques. Ah oui, hein. Il est allé en Belgique et je ne sais où. Bon, ce type de dirigeant aussi pose problème. Lequel? Non, M. Puigdemont, le catalan. Donc il va revenir comme si de rien n'était. Et la moindre des choses serait... Il est parti en zéro, il va revenir en héros. Hein? Qui se présente à la justice de son pays. Ouais. Et qu'ensuite on l'amnistie en toute connaissance de cause. Ça, c'est le regret que j'éprouve. Sinon, l'amnistie, par moment, est un arrangement politique pour franchir des difficultés qu'on a eues entre soi. Ça ne concerne que les gens du pays et souvent la classe politique. C'est vrai, ça ressemble à une auto-amnistie de la classe politique. Là, ça passe mal avec... ceux qui, de bonne foi ou de mauvaise foi, peut-être que l'autre a eu la capacité de négocier cet accord-là et leur a damé le pion, peut-être qu'eux-mêmes n'auraient pas fait autrement, mais on tire sur la corde pour le traiter de vilain élève. Est-ce qu'il n'y avait pas que ça à faire dans l'impasse où ils sont? La démocratie, parfois, conduit
faut faire beaucoup de concessions. Et oui, malheureusement, pour continuer de vivre ensemble, il faut beaucoup de tolérance. Mais sur les principes, il ne faut pas transiger. Et c'est pourquoi je demandais qu'est-ce qui sera accordé aux indépendantistes. Est-ce qu'on va leur livrer la Catalogne sans autre forme de procès? Mais n'oubliez pas, il y a les gens de Biarritz et autres là, enfin ceux de... Il y a la deuxième région qui fait aussi beaucoup de bruit. J'oublie le nom de cette région-là. Le Pays Basque. Le Pays Basque. Ah. Peut-être qu'eux aussi vont rentrer dans la danse. Et là, ce que vous craignez peut arriver. On peut retrouver alors une Espagne ingouvernable comme l'Italie le fut pour d'autres raisons, en raison de l'absence d'une stabilité pour conduire le gouvernement et les affaires du pays. Et pour l'Europe, ce serait un très mauvais signal. Donc on ne sait pas non plus comment le reste de l'Europe va laisser faire ou voir. Surtout que l'Espagne, le Portugal, la Grèce sont relativement sous perfusion comme les pays de l'Est de l'Europe avec des subventions. Oui, mais on a quand même vu qu'au niveau de l'Espagne, la situation s'est quand même améliorée. Oui, il y a du mieux. Il y a du mieux, mais en dessous, il y a un coût. Il y a un coût. Donc, à partir de ça, ça peut motiver l'Europe aussi à dire ne dilapidez pas l'investissement qui est fait. Attendons de voir et espérons qu'ils nous donnent le meilleur d'eux. Alors, lorsqu'on écoute le chef du Parti conservateur espagnol, Alberto Núñez, il estime que ce traité, ce pacte scellé avec les indépendantistes catalans est non seulement une fraude, mais aussi une honte et une trahison pour le royaume. Est-ce que ce n'est pas un peu des mots forts? Ça, c'est le terrain politique et en politique, chacun tire le voix de son côté. Je dis l'un dans l'autre, est-ce que ce que font aujourd'hui, est-ce que le projet d'amnistie, j'appelle projet, est-ce que c'est vraiment accepté par les communautés à la base? Parce que je parle toujours de légitimité. On gouverne pour le peuple. Et si le peuple n'est pas dans ce que vous faites... on a vu le peuple dans la rue le samedi. Qu'est-ce qu'on fait pour arranger les choses vraiment? Est-ce que c'est la rue qui doit gouverner? Bon, est-ce que c'est la rue qui va gouverner? Mais l'un dans l'autre, il faudrait prendre des préoccupations de la rue, donc du peuple, pour les intégrer dans les préoccupations politiques. On est trop politique au sommet de l'État. Et ça gêne un peu. Ça gêne. Et tant qu'on ne va pas intégrer les désidérata des communautés à la base, je crois que l'acceptation des communautés vont être problématiques. Et si ça se passe comme ça en Europe, chez nous, ça va être comment? Parce que là, nous sommes très copistes. On va trouver que, bon, ça s'est passé là. Et des gens vont laisser, mais généralement, c'est que lorsqu'il y a des manifestations comme ça, pour ce que je sais de l'Afrique, c'est qu'il y a des mains visibles derrière. Est-ce que c'est pas pareil là-bas? Wait and see. Et nous partons du côté de la Syrie. Nous allons juste longer la Méditerranée et nous retrouver du côté de la Syrie où la justice française a émis un mandat d'arrêt contre le président syrien. Alors, je vous demande, est-ce que c'est pas juste une petite bête qu'on cherche à ce président? Joël, pourquoi ça vous fait rire? Non, les Français ont le don de se signaler par ce genre d'initiative. Un président en exercice, je leur souhaite du plaisir. Puis pour celui qu'on connaît, dont on aurait besoin, dont on a eu besoin. Dont on a toujours besoin. Oui, et qui fut reçu en très grande pompe par Sarkozy. C'est pas si loin que ça. On le présentait comme très fréquentable, alors qu'il a hérité des boucheries de son papa, des manières de boucher. Au départ, il n'était pas un boucher. Au départ, on trouvait même qu'il était trop molol, qu'il n'allait pas assumer la tâche. Mais pourtant, on juge le maçon au pied du mur. Il a assuré le job. Et il n'y a pas si longtemps que ça, au début de la crise de Gaza, entre les Palestiniens et le Hamas. C'est israélien. C'est encore ces mêmes Français. N'étais-je pas ici il y a 2 semaines où la proposition de la France, c'était de constituer une coalition anti-Daesh. On veut faire cette coalition pour régler le problème là-bas, sans la Syrie, sans son dirigeant. Mais il faut que les Français soient un peu conséquents dans ce qu'ils sortent de temps à autre. Non, c'est pas sérieux. Alors, quels que soient sans disculper M. Bachar de toutes les exactions dont il a été auteur. Mais on l'a fréquenté, on l'a présenté comme... un homme de paix. Oui. Alors justement, un allié. Dans ce mandat, on parle de crimes de guerre contre l'humanité, de complicité de crimes et autres. Vous saviez que nos amis français, c'est leur façon de fonctionner. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Gbagbo ici? On l'a envoyé à La Haye. Qu'est-ce que ça a donné par la suite?
Mais ce n'est pas évident qu'ils aient le même contexte avec Bachar al-Assad. Parce que là, président en exercice. Au moins en Côte d'Ivoire, on a dû faire un truc, on a mis quelqu'un, on a dit l'autre n'a pas gagné. On n'a pas trouvé ce prétexte-là, on dit on lance un mandat d'arrêt. Ce n'est pas des farces, ça. C'est pas bien que ceux-là qui nous ont... Bon, c'est vrai que c'est pas les armes qui nous ont colonisés. Et sinon, nous avons notre gouvernance interne qui nous aurait peut-être amené plus loin. Ceux-là qui donnent des leçons se comportent comme ça. À la limite, excusez-moi, je ne sais pas trop trouver les mots. C'est pas des farceurs. Et donc laissons... Sauf le reste. Oui, mais Joël, est-ce que ces mandats pourront aboutir? Ces mandats ne concernent pas que le président. Il y a également... Il y a également certaines personnalités de son entourage. Donc, est-ce que... On les laisse ouvrir des comptes. On fait tourner leur argent. Oui. Et après, on nous annonce qu'on a gelé les comptes qu'on a saisis ici et ça. Bon... plus personne n'est dupe de tout ça. C'est une rhétorique. À vous entendre, ça ne pourra pas aboutir alors. Je ne vois pas comment. J'attends de voir. Je suis devenu Saint Thomas. Subitement. Oui. Oui, et M. Guédégui dit on laisse ouvrir des comptes. Et c'est ça, ça fait partie des choses. Ben, vous dites, moi, j'amène mon argent chez vous. Après, vous trouvez que je suis voleur, vous me dénoncez, je n'amène pas. Et puis on le prend, on l'emmène à l'arrêt, ça a donné. Ces farces-là, ça va se terminer. La jeune génération va se passer de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, l'information est dans nos mains, nos portables, toutes les informations sont là. Nos enfants sont plus informés que nous. On a tout compris. On a pris de l'âge pour prendre l'information. Mais les enfants les ont déjà à 7 ans, 8 ans. Ça va se passer autrement. Et donc les farces, ça va finir bientôt. Oui, Joël, je reviens vers vous. Cette série, vous l'avez dit, qui a été un allié depuis des années, depuis des décennies de l'Occident. On a vu le président syrien qui a été reçu en grande pompe au niveau de l'Élysée par Nicolas Sarkozy. On a même vu, même au temps de Jacques Chirac, le père, le président de... Encore plus. Voilà. Donc, le féru d'Orient. Bon élève de l'Occident autrefois, aujourd'hui, qu'est-ce qui a poussé la Syrie à devenir ce mauvais élève du Moyen-Orient, pointé du doigt par tous les Occidentaux? Non, la Syrie a sa logique propre aussi. Attendez, les gens ne sont pas des enfants nés de la dernière pluie. C'est des pays de grande tradition qui ont aussi des enjeux à défendre. Mais s'ils sentent qu'on les néglige, ils iront voir ailleurs. Pendant longtemps, Saddam Hussein n'était pas moins que le grand allié de la France. On n'était même pas loin de lui accorder la bombe atomique ou une centrale nucléaire. Et donc, tant qu'on peut faire des affaires avec quelqu'un, bon, on ferme les yeux sur beaucoup. Peut-être qu'il s'est un peu trop penché vers Poutine, qui l'a quand même aidé de manière décisive avec l'aviation pour vaincre Daesh et autres, là. Et les Occidentaux n'étaient pas mécontents. Je vous ai dit, il y a 2 semaines, on n'envisageait pas autre chose que de l'avoir au cœur de la coalition contre le Hamas. Et pourquoi ces changements intempestifs de direction? Est-ce que c'est juste de la com pour exister? Moi, je ne sais pas. Parfois, au mépris des principes qui guident un État, on a entendu cette même France demander à la Libye de Kadhafi d'extradier ses ressortissants. Moi, j'ai appris de la France, j'ai une science politique, qu'un pays n'extrade pas ses ressortissants. Ça, c'est... Et pourquoi ce qu'eux, ils n'accepteraient pas, ils veulent l'imposer au reste du monde? Et j'en passe. On est sorti du Sahel tout à l'heure, où ils ont multiplié les mauvais pas. Bon, si la France tient à se faire éjecter de partout, à ne pas être comprise, et libre à elle de... Je ne sais pas s'il faut parler de délire, en fait. Toi, tu as parlé Oui, mais aujourd'hui, est-ce que dans la zone du Moyen-Orient, paix pour paix, est-ce qu'il faille forcément composer avec la Syrie? On prend l'argent du Qatar, qui soutient les grands clubs français ou européens. On fait tout. On estime que c'est désormais une affaire d'État que d'avoir un Paris Saint-Germain soutenu par les Qataris, dont on pourrait aussi, au débit desquels on pourrait également mettre beaucoup de reproches, très peu de respect des droits de l'homme par endroit. Sinon même parfois le financement du terrorisme. Et il faut qu'on dise de plus en plus les choses comme elles sont. Et non, quand ça arrange, on ferme pudiquement les yeux, on fréquente les gens et puis après on jette ça en pâture comme un os à croquer en attendant la prochaine version ou la prochaine lubie. Bon, je risque de... Je veux dire... Là maintenant, nous allons du côté du pays de l'oncle Sam. Nous sommes aux États-Unis où la lettre à l'Amérique de Ben Laden est devenue virale sur les réseaux sociaux. La guerre Hamas-Israël refait surface du côté du pays de l'oncle Sam avec une vieille lettre de Osama Ben Laden.
Osama Ben Laden, c'est la trouille des États-Unis. Il est mort, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. C'est la trouille des États-Unis qu'on dise une lettre de ce. Est-ce que les gens se disent pas, bon, est-ce que c'est vraiment Ben Laden qu'on avait tué? Ils ne se posent pas encore de questions parce qu'ils savent ce qu'ils ont subi est d'une portée suffisamment grande pour qu'une lettre venant de. Une supposée lettre. Bah oui, c'est une supposée lettre. C'est une vieille lettre qui existait déjà. Elle était là. Elle était là-dedans. Enfin, le Washington Post a... Leur face autant peur, je crois, ils ont de raisons d'en avoir peur. Ils ont de raisons d'en avoir peur. Je crois aussi, au-delà de... C'est le mode de fonctionnement les États-Unis, la France, le mode de fonctionnement où ce qu'on sait c'est les intérêts, nos intérêts, on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts à défendre et tout ça. Bon, est-ce que ça continue de faire du chemin? Est-ce que ce n'est pas encore le moment pour eux de commencer par changer de stratégie? Moi, je crois, je reviens toujours à ça. Le mode de fonctionnement qu'ils avaient utilisé il y a 50, 60, 70, 100 ans en arrière, qu'on continue de l'utiliser aujourd'hui, ça ne marche pas. Vous vous rappelez, il y a la déclaration de Oufoué-Boigny qui fait le tour aujourd'hui. Oui, qui fait également le tour des réseaux sociaux. Qui fait le tour des réseaux sociaux, qui dit ça ne va pas. Nous, on a accepté, on fait mais ça va dans... Nos enfants ne vont pas accepter ça. Exactement. Donc, on en est là aujourd'hui où les gens n'acceptent plus. Oui, mais justement, par rapport à ça, cette lettre de Ben Laden qui fuite sur les réseaux sociaux, qui est devenu très viral, et ce message de l'ancien président ivoirien Houphouët-Boigny, c'est quoi la relation? C'est quoi le lien? Pourquoi le choix de ce timing par rapport à ces deux courriels? Oui, Mathieu. Oui, bon, je crois que... Je pense que le lien est direct. C'est qu'il faut changer de fusil d'épaule. Il faut que ces gars-là changent de fusil d'épaule. Parce que nous avons vu les trois pays là, le soutien du Niger au Mali qui a donné, qu'on reprenne, on leur demande de garder vigilance. Est-ce que ça ne va pas avoir un effet de contagion? Est-ce que ça ne va pas contaminer d'autres? Pas nécessairement avec des coups de force. Des gens peuvent venir de façon légale par les urnes et qui se disent je ne veux pas vous servir. Gbagbo l'avait dit, il était incompris. Aujourd'hui, est-ce que la communauté ne donne pas raison à Gbagbo? Bon, il est vieillissant, mais toutefois, c'est une école. C'est une image qu'il a distillée, et je crois, allons dans ces écoles-là. Nos enfants, ils vont déjà. Accompagnons-les. Sinon, on sera déconnectés. Alors, Joël, vous permettez, dans cette lettre, l'ancien chef rebelle incite le peuple palestinien à se venger et fustige aussi le soutien, encore une fois, des États-Unis à Israël. Alors, moi, je vous pose la question de savoir pourquoi maintenant? Non, parce que aussi aux États-Unis, il y a des gens qui commencent à demander des comptes, à ne plus accepter qu'on soutienne les yeux fermés Israël et Netanyahou. Ils font que Même en Israël, il y a des gens qui ont commencé à demander la démission de Netanyahou. Vous ne pouvez pas amener des communautés humaines entières sur la base de vos mensonges, manipulations à la boucherie. Plus personne n'a envie de ça. Et Mathieu le disait, les gens comprennent de plus en plus. L'information circule, le degré d'analyse, de tolérance, tout ça, ça a changé. Et cette lettre révèle que Ben Laden n'était pas autre chose qu'un ancien collaborateur des États-Unis. Et quelques semaines avant, le 11 septembre, c'est sur son lit d'hôpital que les gens de la CIA lui ont rendu visite, qu'ils ont parlé avec l'ancien correspondant. Bon, donc qu'on ne vienne pas nous raconter tout ça montre leur duplicité. J'ai vu hier, c'est une petite digression, mais qui montre le degré de manipulation, de manichéisme dans lequel on veut nous plonger. L'Iran du temps du Shah, le coup d'État qui a permis de balayer un pouvoir démocratiquement élu sous prétexte d'avancée du communisme. Et tout ça, aujourd'hui, sort. C'était des manipulations. On a même manipulé le Shah d'Iran avec un soi-disant télégramme de la reine d'Angleterre, Elisabeth, donc près de 70 ans après. Nous avons ces archives-là. Le mensonge a beau être gros. Mais il a des courtes jambes. Et prendre l'ascenseur, on finit par le rattraper. Et ce n'est que ça qui se démontre comme ces incohérences, ces inepties, ces manipulations. Est-ce que cette lettre de Ben Laden pourra donner une autre connotation au niveau de cette guerre, surtout au niveau du monde arabo-musulman?
Dans une certaine mesure, mais l'un dans l'autre, je dis, au lendemain de la Deuxième Guerre, qu'on a mis les deux États là, Israël et Palestine, dans le contexte où ils sont avec il faut un minimum d'éthique dans la gouvernance, même de leur pays vers nous, pays dominés là. Il faut un minimum d'éthique. Et c'est ça, s'il y avait vraiment ça, on ne va pas se permettre que des gens, on arme les uns contre les autres. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et donc, ils savent que ce qu'ils font, c'est mauvais. C'est pourquoi cette lettre donne la trouille. Ils ont conscience qu'ils ne font pas bien. Mais comme c'est dans leurs intérêts qu'ils agissent, il faut tuer les autres pour survivre. Bon. Oui, mais est-ce que les Arabes prendront quand même conscience? Est-ce que non, ils prendront. Est-ce que ça peut changer la donne? Est-ce que ces pays arabes qui ont par exemple des accords bilatéraux, qui ont des accords de coopération avec Israël, peuvent se dire à partir de ce courrier que bon, tiens, et si on mettait ça de côté pour parler une fois, un même langage, danser au rythme d'une même musique? Avec Saddam Hussein, c'était moins violent, je trouvais. Saddam Hussein faisait un peu le pas vers ce processus. Un autre viendra et va emboîter les pas à Saddam Hussein. C'est bien ça, hein? Non, c'est l'autre là. En tout cas, pour que ça aille mieux. Yasser Arafat, au nom de la Palestine, pour que ça aille mieux. Il parle de Yasser Arafat, comment excuse. Donc je crois que cet élan pacifiant viendrait parce que dans tout ça, c'est la révolte qui vient. Et c'est quelqu'un qui dit, c'est la peur qui engendre la révolte. Sinon, le courage, c'est autrement. Quand on est courageux, c'est qu'on va dans la discussion pour dire à l'autre ce qu'on pense vraiment bien. Et dans le courage, donc il y aura un courageux qui va dire attention, allons les voir, parlons-leur de visu pour que nos communautés vivent mieux. Parce qu'en fin de compte, on fait souffrir la communauté pour rien, pour nos petits intérêts égoïstes. Et ça, il faut que ça change. Ce courrier, pour sortir de ce sujet cet après-midi, est-ce que c'est une façon de réhabiliter Osama Ben Laden? Au niveau du monde arabe, hein? Certainement, on ne veut pas chez nous ici, mais au niveau du monde arabe. Il n'est pas absolument vomi par les Arabes. Bon, il a servi des gens, il s'est retourné contre eux à récupérer une cause, comme la plupart des dirigeants arabes, voire même ceux de l'Iran et persans, qui récupèrent la cause palestinienne. Mais c'est une perpétuelle manipulation. Même le Hamas aujourd'hui, qui est héroïque devant Israël, a été quasiment une création d'Israël pour affaiblir l'OLP de Yasser Arafat. Et aujourd'hui, on dit gaillardement, oui, la suite, ce sera sans le Hamas. Donc c'est eux qui décident quand, comment, mais ce ne sera pas toujours comme ça. À un moment donné, leur créature leur échappe et ça devient quelque chose qui prend des proportions inattendues. Les opinions publiques sont de plus en plus avisées. C'est ça qu'il faut retenir. Les élites, c'est très peu. C'est vrai, elles ont une capacité de manipulation, de mobilisation, mais il y a des lames de fond qui traversent les sociétés, qui traversent les opinions. Et ça, les dirigeants, d'où qu'ils soient, ont intérêt à y faire très attention. Même les bébés, les enfants qui subissent les bombardements israéliens aujourd'hui sont demain les futurs rebelles, les futurs révoltés. Et vous ne pouvez pas grandir dans cet environnement où on nie tout jusqu'à votre humanité et qu'on continue de vous demander, vous, de faire preuve d'humanité. Je n'excuse pas ce que le Hamas a fait, mais c'est une spirale qui n'arrête pas. Et donc il faut briser ça, il faut arrêter ça. Qui pour mettre fin donc à cette spirale? Mais il faut être habité de l'idée de justice et de paix. Il parlait tout à l'heure de l'ineptie qui a commencé depuis 1948, où on a laissé faire, on a ramené des gens qu'on a traités comme on sait sous la Deuxième Guerre mondiale, et pour se donner bonne conscience, on les laisse aller et martyriser un autre peuple. Aujourd'hui, on a laissé faire la colonisation de la bande de Gaza par ceux qui sont venus de Russie, les autres juifs, et vous allez demander à 500 000 immigrés juifs maintenant de plier bagages. Bon, et je vois que Netanyahou n'a pas ce courage-là, donc il va être de plus en plus à la recherche d'alliés. Vous avez vu qui sont ces alliés? Ce sont des religieux, des obscurantistes qui parlent... Des ultras qui parlent d'un judaïsme mythique, hérétique. Et tous les juifs ne raisonnent pas comme ça. À commencer, même pas certains qui vivent en Israël, encore plus d'autres qui sont aux États-Unis, qui ont plus de recul.
Et le moment viendra où les comptes seront demandés, où on ne pourra plus. Mais le qui, c'est pas Netanyahou. Il n'est pas conséquent. Il ne vit que de ça. C'est parce qu'il y a ça que ça lui permet de mousser l'électorat de droite, d'extrême droite. Vous voyez la manipulation politicienne, mais les conséquences sont de plus en plus inacceptables. Vous voulez renchérir ? Non, de qui je pense que on ne saurait le dire aujourd'hui. Parce que, prenons exemple, le Burkina Faso, Traoré est né un an après le décès de Sankara. Aujourd'hui, il ne reste plus que Sankara. Donc, des gens vont naître, vont dire peut-être Arafat, et ci et ça, pour que ça se passe mieux. Je crois que les gens sont informés aujourd'hui, nos enfants qui subissent. Arafat, c'était même une synthèse, il était très modéré. Très modéré, Arafat était très modéré. Moi, je pense que dans le temps, nous au collège, ça disait, Arafat était très modéré jusqu'à sa mort. Moi, je pense que c'est avec cet élan, on n'en serait pas là. Mais l'élan a été brisé parce qu'on a mis l'autre pour le fragiliser et ça a donné ce que ça donne. Ce mensonge doit finir. Par qui est là, nos enfants. Israélienne aussi renaisse. Elle a été complètement décapitée. Tout se passe à droite, à l'extrême droite. Vous voyez, il n'y a pas d'équilibre au niveau de la société israélienne. Il faut que définitivement on songe à être juste pour avoir la paix. Minimum de justice, la paix. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de ZAE Radio, des ZAE Télévision, pardon. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, c'est un groupe de presse, ça se comprend. Si on n'est pas à la télé, on est à la radio. Alors, chers internautes, je le disais tantôt, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le Monde en 52 minutes de ce lundi. J'ai reçu pour vous Joël Ataï-Guédegbe, expert en gouvernance, et Mathieu Avlissi, acteur politique. Nous avons discuté de la présidentielle. Là, c'était du côté du Libéria. Après, nous avons fait une petite escale du côté du Mali, où l'armée malienne règne à nouveau en maître. Dans Kidal, au niveau du vieux continent, le mécontentement de la droite espagnole et de l'extrême droite ont été décortiqués par nos invités. Également du côté de la Syrie, où nous avons juste longé la Méditerranée pour dire que la justice française a émis un mandat d'arrêt contre le président syrien. Et pour tout couronner, nous sommes rendus aux États-Unis, où la lettre à l'Amérique de Osama Ben Laden est devenue virale au niveau des réseaux sociaux. Là aussi, vous avez écouté nos invités qui ont argumenté, qui ont donné leurs raisons, qui ont expliqué pourquoi est-ce que c'est maintenant que cette lettre apparaît au niveau des réseaux sociaux. Voilà, fin stop, tout le monde descend. Retrouvons-nous le lundi prochain quand il sera 16h.